Imaginez un instant qu'on puisse mettre fin à l'extrême pauvreté à la fin dans le monde. D'accord. Maintenant, imaginez que le coût pour y arriver, ça ne représente qu'une toute petite fraction de ce qu'un groupe de 3000 personnes a gagné, en une seule année. Hmm. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment le point de départ de notre analyse aujourd'hui. C'est un paradoxe assez saisissant, pour commencer. Complètement. Alors, on va se plonger dans un rapport de synthèse qui date de début 2026. Ce document, il dresse un portrait chiffré et assez vertigineux de la concentration extrême des richesses. Et il le met en face des grands défis humanitaires et climatiques. D'accord. Pour nous éclairer, on a aussi une vidéo de l'économiste Gabriel Zucman. Il y explique les mécanismes possibles d'une taxation mondiale. Notre but, c'est de décortiquer ces chiffres et surtout de comprendre ce qu'ils nous disent sur le monde de 2026. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la juxtaposition de deux réalités. On a l'impression qu'elles viennent de planètes différentes. Ah oui, D'un côté, des chiffres sur l'accumulation de capital qui défient l'entendement, à une vitesse et une échelle sans précédent. voilà. Et de l'autre, des besoins humains fondamentaux, manger à sa faim, avoir accès à l'eau, des choses dont le coût de résolution semble, en comparaison, presque dérisoire. C'est cette fracture, ce grand écart qu'on va explorer. Parfait. Alors allons-y. Commençons par la vue d'ensemble, ce que le rapport appelle le club des 3000. Début 2026, on a donc passé un seuil symbolique. Oui. Le monde compte précisément 3012 milliardaires. Un seuil symbolique, oui, mais qui illustre surtout une concentration de pouvoir économique qui est juste inouïe. C'est ça. On parle d'un groupe plus petit que la population de beaucoup de villages français, mais qui pèse plus lourd sur l'échiquier mondial que la plupart des nations. Et leur fortune combinée, ça donne vraiment la pleine mesure de ce poids. 18 300 milliards de dollars. C'est difficile de se représenter un tel chiffre. Pour se faire une idée, c'est plus que le PIB de la Chine, mais ce n'est même pas le chiffre le plus fou. C'est la vitesse à laquelle ça augmente. Exactement. Une hausse de 81% depuis 2020. En à peine 6 ans, leur fortune a quasiment doublé. Richesse. Et le rapport insiste beaucoup sur l'accélération de ce processus. C'est un effet boule de neige qui, à cette échelle, n'est plus un simple sujet économique. Ça redéfinit les équilibres de nos sociétés. Et c'est là que ça devient vraiment vertigineux. Rien que sur l'année 2025, leur patrimoine a bondi de 16%, 16% soit un gain de 2500 milliards de dollars. en un an. En un an. Le rapport précise que c'est une croissance 3 fois plus rapide que la moyenne de la décennie précédente. On a l'impression d'un total découplage avec le reste de l'économie. C'est plus qu'une impression, c'est un fait mathématique. Et ce découplage est peut-être le point le plus important. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que le vieil argument du ruissellement, l'idée que la richesse des uns finit par profiter à tous, Oui. Il est factuellement mort. Les chiffres montrent un circuit fermé. La richesse génère de la richesse, mais elle reste au sommet. Elle ne ruisselle plus, elle s'évapore vers le haut, quoi. pour mettre des visages sur ces chiffres, le rapport donne le top 5 mondial de janvier 2026. Sans grande surprise, c'est un club très tech. Très tech, oui. En tête, Elon Musk, avec une fortune qui atteint 726 milliards de dollars, portée par la tech, l'espace, l'IA. Derrière lui, on a les fondateurs de Google, Larry Page avec 257 milliards, puis Mark Zuckerberg, 253 milliards via Meta. Suivent Larry Ellison d'Oracle à 245 milliards et Jeff Bezos, qui clôt le top 5 avec 242 milliards. Et ces 5 personnes à elles seules contrôlent une richesse qui dépasse le PIB de pays comme la Suisse ou l'Arabie Saoudite. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce phénomène, ce n'est pas juste abstrait au niveau mondial. Le rapport montre que ça a des visages très concrets selon les pays. Et le cas de la France est... Particulièrement parlant. Ah oui. Le document la décrit comme ayant la structure de richesse la plus polarisée d'Europe. Oui, et c'est un cas d'étude fascinant. Ça montre vraiment comment un seul secteur économique peut sculpter les inégalités d'un pays entier. C'est ça. En France, le moteur de cette polarisation est très clairement identifié. C'est l'industrie du luxe. Et l'exemple est frappant. Le duo en tête du classement français, c'est la famille Hermès, avec 163 milliards de dollars, et Bernard Arnault, avec 148 milliards. Mais ce n'est pas ça le plus marquant. Non, C'est une analogie que le rapport utilise pour qu'on comprenne vraiment ce que ces chiffres représentent. celle sur les enseignants, je parie. Elle est très, très efficace. C'est ça. Le gain de richesse des 32 principaux milliardaires français depuis 2017 Donc en moins de 10 ans. suffirait à financer 10 000 postes d'enseignants pendant 400 ans. Je répète, 4 siècles.
4 siècles de salaire pour 10 000 personnes. Quand on lit ça, les milliards, ça prend soudain un tout autre sens. Oui, et ça illustre surtout un choix de société. Le rapport ne dit pas que le luxe est mal. Non, bien sûr. Il dit que quand un seul secteur, aussi performant soit-il, capture une telle part de la valeur, ça pose des questions sur l'équilibre global de notre économie. Est-ce que c'est le seul modèle qu'on veut encourager? C'est une question de priorité, en fait. Donc on a ce tableau d'une richesse presque inimaginable d'un côté, et c'est là que le rapport fait quelque chose de très puissant. Il met un prix sur les grands problèmes du monde. Exactement. Et la comparaison est déstabilisante. La question posée est simple. Combien ça coûterait concrètement d'éradiquer la pauvreté mondiale? Et pour y répondre, il s'appuie sur des estimations solides. Oxfam, la Banque mondiale, on n'est pas dans l'opinion, là on est dans le chiffrage. Alors voilà les chiffres. Pour mettre fin à l'extrême pauvreté et à la faim, il faudra environ 225 milliards de dollars par an. D'accord. Pour garantir un accès universel à l'eau et à la santé de base, on ajoute 200 milliards. Mhm. Au total, pour couvrir ces besoins humains vitaux, on arrive à 425 milliards de dollars par an. Et c'est là que la confrontation avec les chiffres précédents devient presque surréaliste. Oui. Le rapport fait 3 calculs pour mettre ça en perspective. Et c'est, à mon sens, sa contribution la plus percutante. Le premier est déjà incroyable. On compare le coût 425 milliards au gain des milliardaires sur la seule année 2025, qui était de 2500 milliards. Oui. Attendez, je vais être sûr de bien comprendre. Ça veut dire que les 425 milliards ne représentent que 17% de leur profit, d'une seule année. C'est exactement le calcul. Avec moins d'un quart de leur gain annuel, le problème de la misère mondiale pour un an serait financé. Et il leur resterait encore. Et il leur resterait encore plus de 2000 milliards de dollars de profit cette année-là. C'est ahurissant. Et le deuxième calcul est encore pire, je trouve. Ah oui. Il rapporte le coût au capital total. Ces 425 milliards représentent un prélèvement de seulement 2,3% sur leur fortune. Ce qui mène au troisième calcul, qui est la conclusion logique de tout ça. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'après avoir financé la fin de la pauvreté pour un an, il leur resterait 97,7% de leur fortune, soit 17 milliards 875 milliards de dollars. L'impact sur leur situation serait à peine perceptible. et ce chiffre de 2,3%, il est fascinant, parce qu'il fait directement écho à la proposition de la vidéo de Gabriel Zucman qu'on a aussi. Tout à fait. Il parle d'une taxe mondiale de 2% sur les très grandes fortunes. On a l'impression que le rapport et lui, ils arrivent au même ordre de grandeur, mais par des chemins différents. Absolument. Et ce que Zucman explique très bien dans sa vidéo, c'est comment un tel prélèvement pourrait fonctionner techniquement. Il répond à l'objection classique du « c'est de la fortune de pâtier, des actions, on ne peut pas la saisir ». Ah oui, l'argument habituel. Voilà, il montre qu'il existe des mécanismes pour le faire de manière ordonnée. Ce chiffre de 2%, il n'est donc ni arbitraire, ni utopique. D'accord. Et le rapport ne s'arrête pas à la pauvreté. Il montre que cette concentration de richesse est aussi le moteur d'une autre crise majeure. Le climat. Le dérèglement climatique, oui. Le terme qu'il emploie est pollutocratie. C'est un point de bascule dans l'analyse. Pendant des décennies, on a traité l'inégalité et le climat comme 2 problèmes distincts. C'est vrai. Ce rapport et beaucoup de travaux récents montrent qu'ils sont en fait les 2 faces d'une même pièce. On ne peut pas résoudre l'un sans s'attaquer à l'autre. Et les données sont brutales. Il y a ce qu'ils appellent la journée des pollutocrates, le 10 janvier 2026. Donc après seulement 10 jours. Après 10 jours, les 1% les plus riches de la planète avaient déjà émis tout le CO2 qu'ils auraient dû émettre sur l'année entière pour qu'on respecte les objectifs de l'accord de Paris. C'est une manière très très visuelle de montrer l'inégalité des émissions. Mais l'autre chiffre est peut-être encore plus direct. Oui, un membre du top 0,1% émet en 24 heures autant de carbone qu'une personne de la moitié la plus pauvre de l'humanité, en une année entière. Un jour. Un jour contre un an. C'est une statistique qui est difficile à digérer. Vraiment. Ça met des mots sur ce qu'on appelle l'injustice climatique de la manière la plus crue qui soit. Mais le point le plus important, et ça c'est une révélation pour beaucoup de gens, c'est l'origine de ces émissions. C'est vrai, on pense tout de suite aux jets privés, aux yachts. Exactement. Et bien sûr, ça pollue. Mais le rapport est formel. 99% de leur empreinte carbone ne vient pas de leur style de vie. Ah bon? Ça vient de leurs investissements financiers. C'est le capital qu'ils placent dans les géants des énergies fossiles dans l'industrie lourde. C'est ça la quasi-totalité de leur impact climatique. C'est un changement de perspective complet. Leur impact n'est pas seulement une conséquence passive de leur consommation. Non. C'est un choix d'investissement actif qui finance et qui perpétue le modèle économique qui dérègle le climat. Précisément.
Et ça change tout aux solutions. La question n'est plus seulement de réguler la consommation de luxe, c'est de savoir comment on peut réorienter des flux de capitaux. Des flux absolument massifs qui sont aujourd'hui investis dans la destruction du climat. Ce qui amène logiquement à la question que tout le monde se pose en lisant ça. Si l'argent est là, si les problèmes sont identifiés, Et leurs coûts chiffrés. et leurs coûts chiffrés, pourquoi rien ne bouge? Pourquoi le statu quo persiste? Le rapport identifie 4 verrous systémiques. Des verrous qui s'emboîtent les uns dans les autres, en fait, pour former un système très résistant au changement. Le premier, c'est l'influence politique. Le rapport cite une étude. Un milliardaire a, en moyenne, 4000 fois plus de chances d'influencer une loi qu'un citoyen lambda. C'est énorme. Que ce soit via le financement de campagne, le lobbying, le contrôle des médias. C'est le verrou principal. La clé de voûte, en quelque sorte. Il permet de maintenir tous les autres en place. Un système politique aussi perméable à l'influence financière aura forcément du mal à voter des lois qui vont à l'encontre des intérêts de ceux qui le financent. Deuxième verrou, plus technique. La nature de la fortune. On l'a dit, ce n'est pas du cash dans un coffre. Non, c'est une fortune de papier. Des actions, voilà. L'argument qu'on entend souvent, c'est qu'une vente massive pour financer des programmes sociaux ferait s'effondrer les marchés. C'est l'argument de l'instabilité. Mais c'est là que la vidéo de Zuckman est intéressante. Il explique que des mécanismes de taxation du patrimoine, progressifs et bien conçus, peuvent gérer ce risque. D'accord? Il ne s'agit pas de liquider des entreprises du jour au lendemain, mais de prélever un faible pourcentage annuel sur la valeur du patrimoine. Ça peut se payer de différentes manières, y compris en actions. Le troisième verrou, c'est sans doute le plus connu, l'optimisation fiscale. Le rapport estime le taux d'imposition effective moyen sur leur patrimoine à seulement 0,3%. C'est faux. Je le redis, 0,3%. Pour chaque 1000 € de richesse, ils payent en moyenne 3 € d'impôts par an. C'est proportionnellement bien moins qu'une infirmière ou un enseignant sur son salaire. C'est le résultat de 40 ans de concurrence fiscale entre les États et de l'ingénierie financière, quoi. C'est un système mondialisé et extrêmement sophistiqué. Et enfin, le quatrième verrou, c'est la résistance idéologique. Dès qu'une proposition concrète émerge, Comme la taxe Zuckman, oui, la taxe Zuckman de 2% ou un ISF climatique pour financer la transition, on assiste à un tir de barrage médiatique et politique immédiat, financé par des groupes de pression qui défendent le statu quo. et si on relie ces 4 points, on voit bien que ce ne sont pas des obstacles isolés. Non, c'est un système. C'est un système qui s'auto-alimente. L'influence politique protège le statu quo fiscal. Ce statu quo permet à la fortune de croître et d'être investie dans des secteurs polluants. Et les profits de ces secteurs, eh bien, ils financent à leur tour l'influence politique qui protège le système. C'est un cercle vicieux parfaitement huilé. Alors quand on met tout ça bout à bout, la taille de ces fortunes, le coût finalement assez faible pour résoudre des problèmes immenses, le lien avec le climat, les verrous qui bloquent tout, qu'est-ce qu'on retient? Quelle est la conclusion de tout ça? Je pense que le message fondamental du rapport, c'est qu'on a franchi un seuil historique. On est passé d'un monde où la pauvreté était une fatalité, un problème de manque de ressources, Oui. à un monde où c'est purement un problème de distribution, de répartition. La conclusion, c'est que techniquement et financièrement, le problème de l'extrême pauvreté n'en est plus vraiment un. Les ressources sont là. Identifiées, quantifiées. Exactement. Et ça, c'est un changement de paradigme complet. L'éradication de la misère n'est plus une fatalité économique. C'est devenu un choix politique. C'est devenu un choix politique. Et c'est peut-être la conclusion la plus vertigineuse de tout le rapport. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée à méditer. Si une seule génération, et plus précisément un groupe de la taille d'un petit village, détient les moyens financiers de résoudre un problème aussi ancien que l'humanité, quelle est notre responsabilité collective face à cette opportunité historique? Tu n'es pas encore abonné? Il est l'heure, mon Seigneur. Instruis-toi.